Déjà, merci d'être là. Et c'est difficile de parler ce soir parce qu'il y a Louis-José, et puis il y a Jean-Pierre, il y a des amis. Le sujet, il est difficile. Il est difficile parce qu'il y a une charge émotionnelle, une charge, je pense, affective aussi. Puis on parle de nos choses à nous, les gens d'ici. Moi, j'avais préparé tout un tas de choses là. Et puis, je ne vais pas lire, je vais juste dire quelques mots. Parce que le monsieur qui se tient ici, c'est un historien océanien d'origine européenne. C'est comme ça qu'il se présente. Et puis, moi, je décrirais plutôt comme un passeur d'histoire. Parce que c'est une parole qu'il hérite de sa propre histoire. Et voilà, il est né en 1950. Ouais, ça fait déjà un moment, quoi. Bon, c'est les cheveux blancs. Et il prend ses racines dans l'Ancien Monde. Il prend ses racines dans l'Ancien Monde parce que descendant de familles issues de colonisation, libre et pénale. Et il a reçu une éducation gaulliste et chrétienne. Bon, je ne sais pas si c'est un avantage aujourd'hui, mais c'est résolument quelque chose qui éclaire son parcours professionnel. Parce qu'un homme de 100 ans qui chemine sur sa propre histoire, notre histoire, l'histoire de la Calédonie, jusqu'à devenir lui-même acteur de cette histoire. Je pense précisément au secrétaire général de la FNSC, Fédération pour la nouvelle société calédonienne. Il faudra qu'un jour on fasse une conférence sur, déjà rien que sur la dénomination de cet acronyme, qu'il était jusqu'à son rôle aux côtés d'autres anciens. Je pense au vieux Gaston Morley, à Stanley Kamerlingh, tous ces camarades-là qui ne sont plus, mais qui, eux aussi, ont été les héritiers de cette parole qui a bouleversé notre pays jusqu'en 84, puisqu'il était attaché au conseil de gouvernement. Je ne vais pas parler de son parcours professionnel. Il est prof d'histoire. 18 ans, il se lance dans des études à Aix-en-Provence. Et puis, en explorant les cartons d'archives, certainement qu'il a dû découvrir les contours d'une société que, je pense, dans beaucoup de familles, on a caché. On a caché, mais c'est une société qui est marquée au fer, hein, au sens littéral comme au sens le plus noble, quoi. Au fer par la colonisation, autant chez les descendants de bagnards de tous ordres que chez les Kanaks. C'est, je pense, aussi des héritages qui étaient difficiles à assumer à un certain moment, qu'aujourd'hui, je pense que son travail, ça a permis pour beaucoup à l'émergence des fondements sur lesquels la société, une partie de la société calédonienne aujourd'hui s'avance. Je ne veux pas dire avec fierté, parce que ce serait trop m'avancer. Moi, je ne suis pas un bagnard, ni de la pénale, ni de la libre. Peut-être que j'ai des ancêtres qui étaient dans la police indigène. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce rôle de passeur d'histoire, je l'emploie aussi du fait que je travaille avec beaucoup de vieux Kanaks qui sont aussi des passeurs d'histoire. Puis comme lui ont eu à certains moments du mal à transmettre cette histoire parce que fortement connotée et puis fortement aussi il y a des regards, il y a des paroles qui blessent, il y a je pense des héritages qui sont parfois difficiles à assumer lorsque on disait autrefois la société bien pensante, ici à Nouméa. C'est des mots qu'on a entendus, peut-être moins maintenant, mais c'est une gageure de parler de tout ça aujourd'hui, assumé. Il marque son engagement en tant qu'auteur de publication.
historien reconnu. On dit que c'est parleur dans un pays du non-dit, homme d'esprit dans la terre du lézard. Et puis, il est devenu, avec cette dernière œuvre qu'il a commise, qu'il va présenter ce soir, un forçat de notre archipel. C'est une gageure d'évoquer si brièvement, le temps qui est imparti, c'est celui de ce soir, évoquer si brièvement la mémoire de ce bagne où, entre les chaînes et la terre, il y a des souffrances qui attendent toujours d'être apaisées. Des paroles qui peuvent être dites ce soir, je pense que c'est important de les dire, pas simplement pour nous, pour nos vieux, cet héritage qu'ils nous ont transmis, mais pour que ces rameaux clairsemés, là, ils puissent être aussi des paroles kanak, des paroles calédoniennes qu'ils ont collectées ici. Elles puissent porter les fruits d'une mémoire partagée par nous tous. Donc voilà, quelques mots pour dire la joie d'accueillir Louis-José ici, avec Jean-Brice, et puis dans le cadre du silo. Et vraiment, voilà, c'est important pour nous, c'est important pour notre pays, c'est important pour ceux qui écouteront ces enregistrements aujourd'hui, demain, après-demain. Voilà. Je vais m'arrêter là et puis dire qu'il n'y a pas de débat ce soir. Il faut venir au silo pour le voir et puis acheter. Le bagne calédonien, c'est notre histoire à tout. Il faut l'enregistrer, il faut parler avec lui et puis que cette parole-là, elle puisse être partagée avec le plus grand nombre. Ça va être une épreuve pour nous. Je ne sais pas s'il y a une version numérique. Pas encore, mais bon, voilà. C'est simplement des encouragements à Louis-José et puis pour l'exploit qu'il va faire ce soir là devant vous. Merci à lui, puis merci à cet engagement qu'il porte et puis qui nous porte aussi, nous les jeunes. Voilà. Great. Merci. Emmanuel, merci pour tes paroles. Tu as parlé de charge émotionnelle et de charge affective. Moi, de me retrouver ici, dans ce centre qui porte un nom qui m'a accompagné pendant toutes ces années et puis ces dernières années pour écrire ce livre. Les 2 dernières fois que j'ai rencontré Jean-Marie, les 2 dernières fois, on a parlé des Calédoniens, de ce qu'ils devaient faire, et les 2 fois, il m'a dit, vous les Calédoniens, il faut que vous vous occupiez de vous. Il faut que vous vous occupiez de vous. Faites-vous connaître à nous. Et dans les moments plus difficiles, quand ça devenait trop compliqué, quand il y avait trop de pages, ou quand il a fallu supprimer des pages, ces paroles de ton père hein, ont toujours été à côté de moi. Elles m'ont toujours accompagné. Et aujourd'hui, je voulais le dire ici, dans ce centre, parce que j'arrive toujours pas à rentrer dans la salle où il y a 5 autos là-bas. Voilà. Je te remercie. Merci. Avant de commencer, je vais vous dire quelques mots sur la genèse de cet ouvrage. En fait, on était en train de travailler sur le projet du musée du bagne, projet qui avait été initié par la province sud. Et donc, le province sud m'avait demandé de travailler sur les textes qui devaient accompagner tout le musée, l'exposition. Et est arrivé un moment où ce projet, qui était le projet conçu par la province sud, à cause de raisons budgétaires,
a été abandonné. Et je me suis trouvé devant... Bon, on était tous découragés. Et puis en même temps, je me suis dit, c'est impossible que tout le travail qui a été fait, ça faisait plus de 2 ans qu'on travaillait sur l'écriture des textes, tout ça, ça soit perdu. D'une part, et puis d'autre part, moi je fais partie d'une génération où on pense que, encore, que tout salaire mérite peine. C'est-à-dire que, vous avez compris, moi j'avais été recruté, j'ai touché de l'argent, et il n'y avait rien qui allait sortir. Ça, c'était, dans ma tête, ça passait pas. C'était pas possible, il fallait faire quelque chose. Donc l'idée a été de transformer ces textes pour les mettre dans un livre. C'est de là qu'est venu le premier ouvrage. Et on s'est donc attelé, moi j'ai demandé que l'équipe qui était tout autour de ce projet de musée, que ce soit Blandine qui est partie maintenant de la province sud, Yves Mermoud pour la TUP, et Emmanuel Herial, toujours pour la TUP, et après est venu se joindre à nous Thilo Vial. On continue à travailler sur ce projet. Donc moi j'écrivais les textes et on se retrouvait généralement 1 fois par semaine, après un peu moins, pour regarder les textes, pour les relire, pour savoir surtout s'ils étaient compréhensibles pour le plus grand nombre. Parce que ça a toujours été mon souci. Vous savez, quand on passe 30 ans de sa vie à la rivière Salée, on est bien obligé de tomber un peu dans notre vocabulaire, bien obligé de sortir un peu pour avoir un langage qui soit compréhensible pour tous, parce qu'autrement on ne peut pas faire passer les messages, et ça ne sert à rien si les messages ne passent pas. Donc on avait beaucoup travaillé là-dessus. Entre-temps, Yves Mermoud et un certain nombre de gens autour de lui, mais surtout Yves, a eu cette idée, qui était une idée magnifique, de dire, puisqu'on ne peut pas avoir le projet de musée tel qu'on l'avait conçu dans la province, on va essayer d'aller sur autre chose, qui était le centre historique de Nouville, qui permettait d'avoir, comment dirais-je, des financements à la fois de la province, de la mairie, de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire un projet différent. Mais au moins, on relançait quelque chose. Voilà, c'est ainsi que ça s'est passé. Le livre, lui, a poursuivi, comment dirais-je, son évolution en parallèle. Et d'ailleurs, l'aide que j'ai reçue de la province sud, j'ai reçu 1 million de la province sud pour ce livre, c'est une aide qui est une aide à l'édition. Ça n'avait rien à voir avec le musée. Et des rencontres que j'ai pu faire, j'ai également touché pour ce livre 1 million de la province nord, voilà, qui m'a donc aidé à ce livre. Il y a eu d'autres communes qui nous ont aidés, d'Ambéa au niveau de subventions, et Pointe-Boute en particulier. Les autres communes, c'était par des précommandes. Je dis ceci, non pas pour flatter les gens, mais pour que les gens comprennent bien que ici, une activité culturelle, quand elle arrive à trouver un soutien de la part de nos représentants politiques, de ceux qui nous gouvernent, c'est extrêmement important, parce que ça permet ensuite d'avoir un prix, le prix que vous avez, qui on ne peut pas comparer par rapport aux autres livres. Le tout, c'est d'intégrer cet argent qui a été reçu. Le livre, lui, il a été fait par une maison d'édition qui s'appelle Au Vent des Îles, qui édite quasiment maintenant une grande partie des auteurs calédoniens, parce que c'est le meilleur éditeur francophone de tout le Pacifique, et surtout c'est quelqu'un qui a un professionnalisme qui a permis d'obtenir le résultat que vous avez constaté vous-même. Donc je tenais bien à dire cela, parce que vous comprenez bien qu'un livre comme ça, même si c'est moi qui l'ai écrit, en dehors du chapitre sur l'art urbain que j'ai laissé à Louis Lagarde de le faire, il était bien plus compétent que moi pour le faire. C'est un livre qui n'a pas pu se faire sans que je consulte des gens.
Je consulte des gens, en province Nord par exemple. Je ne peux pas parler du Nord sans passer par José Raya, c'est pas possible. Je ne peux pas parler des surveillants sans passer par Evelyne Oriou. Je ne peux pas parler des sœurs de Saint-Joseph de Cluny sans passer par Sylvette Boyer. Je ne peux pas parler de la position Feuillet ou des travaux de route sans passer par Christian Terrier. Je pourrais en citer la musique, ou le Sud, le Grand Sud, Jacques Valette, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que on ne possède pas l'ensemble des connaissances. L'important, c'est de connaître les gens qui, eux, savent. Et ensuite, aller les consulter. Ensuite, vous écrivez. L'écriture, c'est la mienne. Mais elle a été contrôlée, elle a été relue, elle a été... donc s'il y a des bêtises, c'est de leur faute, hein, c'est ça que je veux dire. Elle a été... comment dirais-je, il y a eu un travail qui est un travail partagé. Parce qu'on ne peut pas avancer autrement. Je tiens à vous en parler parce que dans tous les gens que je citais, il y a très peu d'universitaires. Il y a des gens qui sont des gens du pays, qui ont souvent une connaissance orale, qui n'ont pas écrit. Mais ici, y compris chez les Calédoniens, on est dans une société d'oralité. Et c'est pas parce que les gens n'ont pas écrit qu'ils ne savent rien. Aujourd'hui, il y a une sorte de dictature de l'écrit en ce qui concerne, si on n'a pas publié, si on n'a pas écrit, eh bien, on n'est pas grand-chose. Eh bien, moi, je suis toujours opposé à cela. Il y a des gens qui sont des autodidactes, et je ne voulais pas me retrouver dans la situation du scientifique qui arrive et qui reçoit des informations et puis qui oublie ses informateurs. Voilà. On ne retrouve que le nom du scientifique, on ne retrouve plus le nom des informateurs non plus. C'est une situation que certains d'entre nous ont bien connue. Donc je tiens à leur dire aujourd'hui, à toutes ces personnes qui m'ont aidé, combien leur aide a été précieuse. De même qu'a été précieuse l'aide de l'association Témoignages d'un passé, dans la relecture des textes, mais aussi, pas seulement, dans tout un tas de tâches administratives, de commandes de photos, de relations avec des musées, que si j'avais dû le faire, ça m'aurait pris, j'aurais pu le faire, mais ça m'aurait pris un temps fou. Donc il y a eu un travail aussi de ce côté-là. Néanmoins, je tiens à préciser que le livre, ce n'est pas un travail de l'association Témoignages d'un passé sur lequel moi je suis venu travailler comme prestataire de service. Non, c'est pas ça, il ne faut pas inverser les rôles. Ce que j'ai fait, c'est que c'était impossible pour moi de ne pas associer les gens de Témoignages d'un passé, parce que derrière, il y avait à la fois le projet de musée, et puis il y avait aussi, quand on arrive à mon âge, le souci, presque l'obsession de dire, mais à qui je vais transmettre? À qui je vais transmettre et qui va continuer? Et ça, c'est ce que m'a offert l'association Témoignages d'un passé en recrutant Emmanuel Hérial. C'est pendant ces 5 ans-là, essayer de former quelqu'un qui allait s'engager et qui professionnellement allait vivre de cela et en même temps transmettre les bonnes informations. Et donc moi je tiens à la fois à remercier les gens que j'ai cités de Témoignages d'un passé, mais également tous ceux qui se reconnaîtront, qui ont tapé des lettres pour aller plus vite, qui ont tapé des textes, voilà, tous ceux qui m'ont aidé, parce que voilà, un livre, c'est une aventure individuelle, mais en même temps, dans l'écriture, mais en même temps, c'est une aventure collective dans la conception totale du livre, et c'est impossible que vous ne le sachiez pas. C'est comme ça que les choses se font, c'est comme ça qu'ils avancent, c'est comme ça que les choses avancent, pardon, et ça ressemble bien à d'autres populations de chez nous, où l'effort est collectif, et voilà, on croit qu'on est très différents, mais bon, on n'est pas si différents que ça. Voilà, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Merci. Le thème de la conférence, c'est comment le livre a-t-il été écrit?
une fois que je vous ai dit, je vous ai replacé le contexte. En fait, écrire un livre d'histoire sur l'histoire du Maine, c'est-à-dire avoir une aventure qui est chronologique, en illustrant avec des photos, c'est ce que l'on fait normalement. Le livre, c'est exactement le contraire. Il y a des photos, il y a des illustrations, et on les commente. On les commente par des légendes, on les commente par des textes. Et si possible, on les commente par des textes de l'époque. C'est-à-dire plus par des témoignages que par des analyses. Il y a des textes d'analyse, en particulier sur le sujet des femmes, sur le sujet des enfants, sur le sujet d'internat, ou dans les conclusions, ou dans l'introduction. Mais quand j'ai pu le faire, j'ai voulu redonner la parole aux contemporains. Parce que pourquoi écrire mal ce que eux ont écrit bien, et surtout ce qu'ils ont écrit avec leur tournure de phrase, avec leur vocabulaire, avec l'esprit de l'époque. C'est cela qui m'a guidé, mettre le plus possible de textes de l'époque. Alors, il est vrai que je suis dépendant du corpus que j'ai, c'est-à-dire qu'il y a très peu de textes de condamnés, parce que les condamnés ont très peu écrit, d'ailleurs très peu savaient écrire. Ensuite, l'écriture des condamnés était censurée. Et donc, on a très peu la vision du condamné, la parole du condamné, elle est rare. Donc, on saute sur tout ce qui bouge, si vous préférez. Dès qu'on a quelque chose, ça devient un texte génial, parce que justement, en fait, c'est la rareté qui fait l'importance du texte. Donc, les quelques textes de condamnés qu'on avait, c'est-à-dire Delfaux, Danval, Tellier, Josvel, j'ai essayé de les trinquer, j'ai essayé de les exploiter au maximum. Quand je parle de condamnés, là, je parle de condamnés aux travaux forcés. Parce que des textes de déportés politiques, il y en a, mais je ne traite quasiment pas des déportés politiques dans ce texte. Ensuite, puisque j'ai très peu de textes de condamnés, j'ai beaucoup de textes de médecins, j'ai beaucoup de textes d'inspecteurs, beaucoup de textes, c'est-à-dire des gens qui écrivent. Et le regard qu'ils ont ne peut pas être le regard du condamné. C'est un autre regard qui est posé. Jusque-là, on n'avait que celui-là. Enfin, évidemment, comme c'est un livre qui est surtout fondé sur la photographie, là aussi, je suis dépendant de mon corpus de photos. Par exemple, je ne parle pas du budget, mais il n'y a pas de photos. Donc le budget du Maine, ça n'y est pas, puisqu'au départ, c'est la photo ou l'illustration qui engage l'écriture. Par exemple, il y a beaucoup de photos, c'est surdimensionné le chapitre sur les médecins. Pour quelle raison? Simplement parce que les médecins, surtout à partir de 1880-90, eh bien, ils ont assez d'argent pour acheter des appareils photo individuels et prendre des photos. Ce qui n'est pas le cas de tous les surveillants, qui étaient très très mal payés d'ailleurs, ou d'autres. Donc forcément, on a plus de choses sur les médecins. Mais ça, je veux dire, on est toujours dépendant du corpus, à moins qu'on l'invente. Mais si on ne veut pas l'inventer, on est aussi obligé de le suivre. Donc à partir de là, à partir de ces données-là que je viens de dénoncer, un certain nombre de photos ou de textes ont été choisis, par exemple, par rapport à leur correspondance. Voici un texte là de Jacques Dur, qui est un écrivain, c'est son nom de plume. Et parlant de l'île Nou, il vient dans les années 1900, parlant de l'île Nou, il dit « L'île Nou, immobile et figée, comme une vague monstrueuse. » Et puis vous avez cette photo sous les yeux, où vous imaginez bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire cette vague monstrueuse. Vous avez ce texte de Francis Carco, donc, qui est né à Nouméa, où son père travaillait au service des domaines. Il écrit « Ces hommes habillés de blanc et coiffés d'un calot de toile qui ébranlait la rue 2 fois par jour d'un bruit de pas enchevêtrés. Il était des jours et des jours où la colonne en marche formait une immense et compacte rumeur.
Et puis vous avez la photo de la colonne qui part du quai de Nouméa, dont elle vient de débarquer de l'île Nou pour aller au travail. Ça, c'est des correspondances que, d'un seul coup, il y a une photo qui illustre un texte qui n'a pas été écrit pour cette photo. Et la photo n'a pas été prise pour le texte. Voilà. Toujours Jacques Dur. Une corvée de bagnards trémessus de la colline éventrée, d'où s'étagent en amphithéâtre les toits de zinc des maisons de Nouméa, à une fondrière qu'on est en train de combler place des Cocotiers. C'est une lamentable théorie de Forçat. Donc là, vous reconnaissez donc la rue de la République. La maison de Francis Carco se trouvait juste ici. Ça, c'est donc l'immeuble de la direction de l'administration pénitentiaire, un immeuble qui existe toujours, avec toujours l'horloge murale. Et cette théorie de Forçat, là, qui remonte les wagons, on est en train d'ouvrir ce qu'on appelle la rue de Rivoli à l'époque, et qui est aujourd'hui la rue Georges Clémenceau. Et on est en train d'abattre la colline de façon à ce que le centre-ville puisse correspondre avec la vallée du Tir et avec la gare, la petite gare qui vient d'être construite. Et vous avez la photo suivante, qui est toujours la même scène, avec au fond la place justement la place qu'on est en train de combler, où vient juste d'être construite la fontaine monumentale et les condamnés qui remontent avec les chariots, avec cette navette-là, on l'appelle la chenille, là, cette navette, et qui remonte. Là, vous avez ici, à l'endroit où se trouve le trésor aujourd'hui, la poste. Et vous reconnaissez ici là, les poupées là, sur lesquelles venaient s'enrouler quand on était gosse, les fils là. Bon, les plus jeunes ne connaissent pas tout ça, mais nous on a bien connu cela. Et voilà donc le texte de Jacques Dur qui continue. Tous portent à Bourgeon un pantalon de toile, et sous le large chapeau de paille, des yeux luisent dans des rien de tout de figure. Les hommes sont montés sur des wagonnets remplis de terre le long de la pente sur des rails, dévalent l'un derrière l'autre jusqu'à la place. Ça, c'est quand les wagonnets descendent la pente, qu'ils sont remplis de terre et de cailloux. Et là, c'est quand ils remontent. Ils ont été vidés, les terres et les cailloux, autour de la fontaine, car toute cette place, c'est un creux à cette époque-là. Il y a un grand dénivelé. Puis c'est la remontée lourde, poussée du wagonnet en haut de la côte. Là, c'est pareil, Jacques Dur décrit la scène et il y a une photo qui illustre exactement la scène. Autre très belle photo, ça c'est une photo qui a été prise par les frères Servet à Bourail. Les frères Servet, c'était des libérés qui s'étaient installés comme imprimeurs, photographes. Ils avaient un hôtel aussi à Bourail. Et l'administration pénitentiaire leur avait confié un reportage sur le bagne. Et ils prennent cette très belle photo de concession, ici, avec la maman et l'enfant assis dans la brouette. On voit bien que les gens ont posé. Hein, c'est une scène qui est composée. Hein, c'était une époque encore où il fallait, comment dirais-je, poser pendant longtemps pour que la scène prenne. Et il ne fallait surtout pas bouger. Ce qui fait que, généralement, sur les photos de cette époque, les animaux et les enfants sont souvent flous. Parce que justement, ils ne tenaient pas la pose. Donc, très belle scène de concessionnaire à Bourail. Et voilà, je tombe sur un texte du docteur Gaston Nicomède qui a écrit un coin de colonisation impériale en brousse, Bourail, dans les années 1885. Il est médecin Bourail dans ces années 82-84 et il écrit « En arrière, à quelques pas de la case, se trouvent quelques bâtiments annexes, construits sommairement de torchis, ouverts à tous les vents, servant de cuisine, de hangar, d'écurie, d'étable, de poulailler. » Et vous avez la description qui correspond exactement. Et mieux encore, du côté du couchant, la véranda est fermée par un store de maïs suspendu par rang d'épis qui se dort au soleil. Ça, c'est
je veux dire, c'est quand on trouve un texte comme ça qui correspond complètement à la photo, c'est sûr que c'est un plaisir pour l'historien, parce qu'il n'a pas besoin de redire, lui, tout est déjà dit. Vous avez remarqué depuis le début, pour le moment, je vous ai montré des photos, mais dans le livre, il n'y a pas que des photos. Il y a aussi des dessins. Et en particulier, une série de dessins qui a été fait par un condamné de la commune, mais de la commune condamnée au bagne, non pas déporté politique, qui s'appelle Émile Giffot, qui était un dessinateur d'une précision extraordinaire. Et tous ces dessins, il en a fait un carnet qui se trouve au musée Balaguier à la Seine-sur-Mer. Et je tombe sur ce dessin qui montre l'intérieur d'une case, comment était organisé l'intérieur du case. Et puis je tombe sur un texte d'Alexis Trinquet, qui est aussi un communard, mais condamné au bagne, dont Bruno Fulini a publié le manuscrit qui était jusque-là, qui n'avait jamais été publié et qui était détenu aux archives du Parti communiste à Paris. Et voilà ce qu'écrit Alexis Trinquet. Le hamac doit être roulé et appuyé contre la muraille avant le départ pour le travail. Et quand on décompose la photo, on voit le hamac qui est roulé et appuyé contre la muraille. Si je continue, au-dessus une planche pour y mettre le sac et la gamelle. Et puis vous avez le sac et la gamelle sur la photo. Voilà. Ça a été toujours une aventure dans ce livre, essayer justement de chercher les correspondances. Bon, les plus belles, c'est celle-là, et évidemment, là vous avez la photo de la maison de médecin à Pointe-Boute, avec le colombier ou le pigeonnier, si vous préférez. Et puis, à Pointe-Boute, son médecin, enfin, et médecin Chabanex, le docteur Chabanex, et le docteur Chabanex et sa femme, Marie, écrivent des poèmes, écrivent des romans. C'est eux qui ont écrit Célina Landreau, fille de Pointe-Boute. Et ils ont écrit beaucoup de poèmes, ils sont connus dans le monde de la poésie à l'époque, sous le nom de Jacques et Marie Nerva. Et ils écrivent sur les maisons, dans leurs poèmes, qu'ils ont habitées. Et là, vous retrouvez, dans ce poème de Jacques et Marie Nerva, la maison disparaît sous les tiges grimpantes, et seul son toit de zinc émerge, triste et gris, la large véranda s'étend autour des chambres. Un ménage d'oiseaux a choisi pour demeure notre gommier aux boules roses, dans le nid qu'avec amour sur une branche ils ont bâti. Un matin, la femelle a pondu 3 œufs bleus, et nos pigeons du colombier proche voisinent avec les 2 oiseaux, non sans quelques querelles, sur notre toit de zinc. Le bruit des pattes fines et les roucoulements amoureux nous réveillent. Et vous avez la description de la maison du colombier, etc., dans un poème. Là c'est magnifique. Et je terminerai cette partie par ces vers, toujours de Jacques et Marie Nerva. Ainsi qu'un gros lézard qui dort sur une pierre, notre maison est verte et se chauffe au soleil. Elle est là sur la montagne et domine la mer. Et là, vous dites, mais je ne vais jamais trouver ça, puisque les photos ne sont pas aux couleurs. Mais non. Il y a à l'île des Pins, ça c'est une maison à l'île des Pins, une sœur de Saint-Joseph de Cluny, qui a peint des peintures naïves. Et quand vous regardez la peinture de cette sœur, vous avez la maison verte, qui, tel un lézard, voilà, se dort au soleil. Ça, comment dire, je ne sais pas quel est le mot, je ne trouve pas d'autre mot que le mot jouissance, quoi. Quand vous arrivez à trouver voilà, cette adéquation entre une poésie et un dessin, alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés, qu'il n'y avait aucune raison qu'ils se rencontrent. Voilà. Bon, c'est vrai que je reste marqué par les correspondances de Baudelaire, évidemment, mais bon, voilà, ça m'a... C'est le genre d'aventure que ce livre, que l'écriture de ce livre a permis, en tout cas que j'ai rencontré. Alors il y a d'autres photos qui, comment dirais-je, qui dépendent plus de ce que j'appelle les juxtapositions. Alors vous avez cette très belle photo, toujours de Servet, hein, qui est une photo qui montre le baptême
d'une famille de concessionnaires à Bourail. C'est une photo très rare hein, qui appartient à M. Serge Kakou à Paris. De même que la photo des concessionnaires que je vous ai montrée appartient à M. Serge Kakou, qui nous l'a communiqué très aimablement. Et nous sommes dans les juxtapositions. Parce que dans le livre, tout de suite après, j'ai mis cette photo-là, qui est une photo de mariage d'un surveillant militaire, en tout cas d'un enfant, d'une fille de surveillant militaire, et le petit enfant est dans la salle, il se reconnaîtra. Et quand on met l'une à côté de l'autre les deux photos, on n'a pas besoin de... C'est no comment, parce qu'on voit la différence, tout de suite la différence sociale, tout de suite la différence qui est installée entre une famille libre et une famille issue de condamnés, une famille rurale, mais une famille qui s'est installée dans la ville et qui a réussi. On voit la maison, les persiennes, la maison en torchis. Je veux dire, les photos parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de faire du nota bene. Vous avez cette photo qui représente l'hôtel du directeur de l'administration pénitentiaire avec le grand escalier. Certains plus anciens vont bien reconnaître cet endroit puisque en fait ça a été pendant longtemps tout simplement l'école des frères au boulevard Vauban. Voilà. Et moi j'y suis allé un an, mais je suis quand même allé. J'ai été sous la cloche comme tout le monde quand on était puni là. Et cette photo, qui date donc de la pénitentiaire, c'est une photo de Théo Timbré, qui est un surveillant de la mission pénitentiaire à qui on avait commandé pour une exposition internationale une série de photos, montre les enfants là, du directeur, etc. Et puis, au moment de la liquidation du bagne, cet hôtel est vendu. Et il va être repris justement par les frères, les frères Maris, qui vont en faire une école. Et puis, voilà, vous avez le même escalier avec les frères. Bon, les gens reconnaîtront, pour ceux qui les ont connus, frère Germain, frère Arthur, avec les lunettes, frère Justin, et sur sa gauche, frère Régis. Le livre, il est aussi fait de, comment dirais-je, d'allusions à des choses qui sont plus proches du bagne, mais que les gens ont connues. Vous avez exactement la même chose avec la direction de la mission pénitentiaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, à l'intersection de la rue de la République et de la rue Georges Clemenceau. Elle aussi, au même moment, au moment de la liquidation, ce bâtiment va être enlevé à l'administration pénitentiaire. On est en 1912. Et bien, 2 ans plus tard, vous avez cette photo. Voilà. Vous avez tous les tirailleurs kanaks en attente de départ pour la Grande Guerre qui posent devant le bâtiment qui a été utilisé comme caserne pour les tirailleurs en attendant leur départ pour le front. Alors ça, c'est sûr que c'est une photo magnifique. Alors, elle est connue, c'est une photo connue, c'est une photo magnifique. Voilà les poupées là dont je vous parlais tout à l'heure qu'on retrouvait sur le... Ensuite, vous avez des photos qui sont des icônes. C'est-à-dire que vous les connaissez, vous les avez vues dans plein de livres, et évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. Alors vous avez ici le camp central de l'île Nou. Là, on est en 1872, c'est-à-dire tout à fait quand même au début de ce camp central, avec les cases doubles dans lesquelles logeaient les condamnés, car les condamnés n'étaient pas en cellule. Le bagne, ce n'est pas la prison, ils ne sont pas incarcérés. Hein, ils sont dans des cases dortoirs. Ne sont en prison, ne sont incarcérés que les punis de cellules, c'est-à-dire généralement les fortes têtes. Mais ça, c'est 10% du bagne.
C'est pas la vie quotidienne des gens. Le bagne, c'est justement le contraire de la cellule au départ. Là, vous avez le rassemblement du matin, parce que vous voyez, l'ombre est de ce côté-là. Donc, le soleil vient de se lever à l'est, elle est en train de monter, et c'est le rassemblement du matin. Ça, c'est une photo d'Ernest Robin. C'est une photo qui appartient à la bibliothèque Bernheim, et c'est une photo connue, et c'est une photo qui a l'intérêt de montrer à quel point l'île Nou était plus boisée à l'époque. Vous voyez, à chaque fois ça me commence à m'horripile d'entendre dire qu'il n'y avait pas d'eau sur l'île Nou. Non, il y a toujours eu de l'eau sur l'île Nou. L'eau s'est arrêtée lorsqu'on a déboisé. On a déboisé pour brûler le bois dans la boulangerie, pour construire, etc. Et à ce moment-là, les sources sont taries. Mais il y a toujours eu, à cette époque, des rapports de commandants de navires qui venaient s'avitailler à l'île Nou parce que l'eau était meilleure qu'à Nouméa. Donc tout ça, ce sont des légendes urbaines, hein, de dire qu'il n'y avait pas d'eau sur l'île Nou. Non, dans le contexte encore végétalisé de l'époque, de l'eau, il y en avait. Vous avez là certainement la photo la plus connue du bagne de Calédonie, c'est toujours le camp central avec ici les cases, ce qu'on appelle les cases du haut, et là les cases du bas, avec où étaient logés les condamnés de 5e classe ou de 3e classe ou de 4e classe selon l'époque, et en tout cas les cases du sud, du bas, pardon, avec ici ce qui servait de latrine où étaient installées les latrines semi-circulaires. Et là, vous voyez, on a commencé à... il va y avoir après, dans les photos des années 1912, vous avez une haie de flamboyants ici. À l'époque, il commence à peine à les planter, et il reste les quelques niaoulis qu'on voyait déjà sur la première photo et qu'on voit sur les premières photos. Ici, la caserne des surveillants célibataires, des surveillants mariés, pardon, là où il y a toujours le clocheton que vous voyez actuellement, elle est en construction. Vous voyez, le toit, il n'est pas terminé. Et là, vous avez l'appel, qui est l'appel du soir, avant que les condamnés rentrent dans les cases. On voit bien l'ombre, elle vient de l'autre côté. Autre icône, qui a servi d'ailleurs en couverture au livre, l'arasement de la butte Kono. Ça, c'est une photo, comme la précédente, d'un photographe australien qui est installé à Nouméa, qui s'appelle Alan Yugan, qui a vraiment l'art de faire poser les gens et de créer des scènes comme des tableaux avec un premier plan. Là, on est en 1876, à peu près à la fin de l'arasement de la butte Kono. Voilà. Souvent, les gravures étaient refaites à partir de photos. Et là, c'est une gravure colorisée de l'époque. Souvent, on voit des gravures dans les livres parce qu'au début, on ne savait pas imprimer les photos dans les livres. Donc, les gens, à partir des photos, les graveurs refaisaient la photo pour pouvoir les graver dans les livres. Autre photo icône aussi, les carriers, c'est-à-dire ceux qui travaillaient à la carrière. Celui-là porte une double chaîne sur le côté, qui était très lourde, avec une masse, et l'autre avec l'outil du carrier, c'est-à-dire une très lourde baramine. Et là, vous avez, pour briser la pierre, ici, là, ce qu'on appelle une aiguille. Bien entendu, on tapait à coups de masse dessus pour éclater la pierre. Je ne sais pas, on appelle ça aussi une dame, mais je ne sais pas pourquoi. Bon. Peut-être on n'avait peut-être pas la même considération qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que ça s'est supprimé, ce mot. Là, vous avez une autre icône qui représente une salle cellulaire au camp Est. Et vous avez ce très beau texte de Jean Carroll, qui est aussi un écrivain
qui passent en Nouvelle-Calédonie et qui correspondent exactement à la photo. On les tient à la broche dans 2 grandes cases infectes. Ils sont couchés sur un plan incliné en bois. Vous voyez le plan incliné. La broche, c'est-à-dire la barre, ici, là, où la manille les rattache par le pied. Là, vous avez les manilles ici, se développant tout au long du rebord intérieur. Devant chacun d'eux est placé pour recevoir les déjections. Là, ici, un double supplice de l'immobilité et de la puanteur. Voilà. Autre photo icône des condamnés pris sur une mine qui était engagée dans les mines et qui ont l'air d'être quand même dans l'hiver austral là. Il ne doit pas faire très chaud, les mines de Kiel, etc., à Thio. Et vous avez cette description merveilleuse de Carole. Le plus souvent, les carrières de nickel, de cobalt, de chrome se rencontrent à des altitudes où l'organisme humain tressaille d'aise dans la magie de la lumière et la légèreté de l'air. Sans commentaire. Voilà. Le regard de la société libre ou des romans ou des journalistes sur le bagne, je veux dire, j'ai pas pu m'empêcher de rapprocher les deux. Ensuite, vous avez des photos qui sont des photos insolites. Alors, vous avez celle-là, par exemple, où c'est une photo qui est prise par un docteur qui s'appelle le docteur Collin, qui est là dans les années 1911-1912, et qui représente la reconstitution d'un condamné du Cambrin, avec le sac qu'il portait sur le dos, la double chaîne, le vêtement en toile de sac. C'était même pas une casaque en tissu tel que pouvaient le porter les autres condamnés, mais en toile de sac, le chapeau de paille. Alors, le Cambrin est fermé en 1911, il est fermé depuis 1897, donc ou 95, je ne me souviens plus exactement, mais en tout cas, elle n'a pas pu être prise au Cambrin. C'est une photo qui est complètement reconstituée. C'est dans ce sens qu'elle est insolite, cette photo, parce que on a fait jouer un rôle à quelqu'un pour pouvoir montrer qu'est-ce que ça pouvait être le Cambrin. Tellement le Cambrin est resté dans l'imaginaire des condamnés, ils l'appelaient l'abattoir, vraiment le camp de l'horreur. Alors vous avez cette photo, là ce sont des médecins qui sont réunis autour d'une bière, après le repas ou avant le repas. Vous me dites, mais cette photo, elle n'a rien d'insolite. Oui, elle n'a rien d'insolite si je la prends comme cela. Mais si je vous mets la suite, voilà, vous avez ici le garçon de famille, voilà, qui est en train d'ouvrir la bouteille. Parce que vous le savez, ils étaient condamnés aux travaux les plus pénibles de la colonisation. Et un certain nombre, les garçons de famille, eux, échappaient à cela, et ils servaient de bonne à tout faire à l'époque. Et cette photo, je trouve que une fois qu'on a mis le garçon de famille avec, elle donne toute une autre, elle prend toute une autre dimension. Elle montre comment la vie sociale se déroulait, comment il y avait, voilà, on voit bien d'un côté les notables, et puis le condamné garçon de famille avec son chapeau de paille, avec sa tenue du bagne, en train d'ouvrir la bouteille, servant tout simplement de serveur. Vous avez à peu près la même chose avec cette photo d'une brigade de surveillants militaires du bagne. On reconnaît leur képi qui est toujours entouré par un bandeau clair. C'est ce qui permet de les différencier des képis de gendarmes, parce que les képis de la mission pénitentiaire étaient des képis bleu clair, mais vraiment un bleu très clair. Et ici, ils sont gris, bien sûr, mais c'est un gris clair. C'est souvent comme ça qu'on arrive à reconnaître
sur les photos, parce que les uniformes sont assez proches. Alors cette photo, elle montre une brigade très virile. Hein, c'est vraiment comment la force, la puissance de tout ce que l'on peut voir, de tout ce que l'on peut imaginer de la part de surveillants. Et si je vous mets la photo en entier, voilà, vous avez un petit garçon qui apparaît dans le coin là, en culotte courte avec son petit chapeau, et puis d'un seul coup, la photo, c'est plus la même photo. La photo, il transforme toute la photo par sa présence, et il nous montre aussi que, eh bien, il y avait une vie à côté de la surveillance. Ce petit garçon là, et je trouve ça, je trouve cette photo, comment dirais-je, passant pas du tout le même message selon qu'on met l'enfant ou selon que l'enfant n'y est pas. Voilà encore là la caserne de surveillants mariés dont je vous parlais tout à l'heure. Cette photo assez extraordinaire, en plein milieu du bagne. Des femmes de surveillants, un petit bébé là, dans une chaise pliante, les enfants autour, le linge qui pend, parce que bien sûr, c'est pas parce qu'on était au bagne qu'il fallait pas laver le linge, et puis s'occuper des enfants, etc., etc. Le livre, c'est aussi cela, montrer que à côté des autres livres où on ne parle que des punitions, de la guillotine, de ce que l'on attend du bagne, j'ai voulu aussi montrer qu'il y avait une autre vie à côté, que c'était tout un ensemble et on ne pouvait pas séparer ces ensembles. Voilà encore une photo assez insolite. Vers la fin du bagne, on a commencé à prendre des photographies des condamnés. Alors c'était vraiment très très précis, quoi. Il fallait que la chaise, elle devait être à une distance bien précise. Elle devait être vissée ici là sur un support. Là, la photo a lieu dehors avec un écran, mais il y avait une salle d'anthropométrie à Nouville, où, comme c'est la salle qui servait aussi de prétoire, c'est-à-dire de réunion pour la commission de discipline qui jugeait pour les punitions les condamnés, eh bien, les socles étaient en terre et on enlevait les chaises quand le tribunal siégeait, enfin quand le prétoire siégeait. C'était pas un tribunal, c'était le prétoire du bagne pour les punitions. C'est une photo assez extraordinaire parce qu'on voit bien le travail du photographe. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a eu 3000 ou 4000 photos qui ont été prises. On n'en a aucune. On n'en a aucune dans les dossiers. Et où sont passées toutes ces photos? Elles devaient être dans les dossiers qui étaient à Nouville. Et comme ils n'ont pas été récupérés, tout cela a certainement été détruit. D'après les informations que j'ai eues de M. Lucien Collardeau, a été détruite dans les années 1930, quand le bagne a été terminé. On n'a aucune de ces photos. Mais voilà, ça c'est des photos que Serge Kakou a achetées il y a très peu de temps et qui ont été acquises ensuite par les archives de Nouvelle-Calédonie. Voilà la photo que je préfère. C'est la photo elle appartient à Ismet Kurtovic. C'est complètement incongrue, magnifique, à l'île Nou, avec le condamné, son numéro de matricule, et l'âne et la carriole, et surtout la légende de la photo. La photo s'appelle le bourricotier. C'était un mot que je ne connaissais pas du tout. Et je trouve que la légende, elle apporte quelque chose de supplémentaire à cette photo qui, pour moi, est pleine d'humanité. Et qui nous donne encore une fois un autre visage du bagne. Après, il y a les photos qui sont chargées d'émotions, où la charge émotionnelle est forte. Alors, ça, c'est pas une photo, c'est un dessin. C'est un dessin qui a été fait par un relégué qui s'appelle Félière. Et c'est un dessin qui appartient à M. Richard Gahuzer. Il m'a donné l'autorisation
de l'utiliser, qui représente un relégué à l'île aux Brins, en train de prier. Il y a un bateau dans le fond qui s'éloigne, et la photo s'appelle Regret. Le dessin s'appelle Regret. Voilà. Ça c'était pour illustrer ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire multiplier les supports, en dehors de la photo, montrer aussi des dessins, etc. Vous avez cette photo du docteur Colin, qui est une photo très lourde parce que, vous voyez, là vous avez M. Massé, qui n'a rien à voir avec le bourreau, c'est un autre Massé, qui est le plus ancien condamné du bagne. Il a 92 ans à l'époque, là. Et il va mourir un peu plus tard. Et à côté de lui, vous avez Charandeau, qui est le tambour du bagne qui tape sur son tambour pour appeler les gens au repas, etc. Et cette photo-là me fait vraiment penser à un poème de Baudelaire. Que font-ils tous ces aveugles avec la tête tournée au ciel? Parce que Charandeau est aveugle. Et comment dirais-je, c'est en cela que la photo porte d'abord elle est très belle, elle porte une grande émotion. On se demande pourquoi il a le regard perdu comme ça, mais tout simplement parce qu'il est aveugle. Vous avez cette photo aussi, c'est à l'hôpital du Marais, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui le CHS. Nous sommes à la fin du bagne. Le bagne est devenu un mouroir. Et vous avez des anciens condamnés, vous avez des infirmiers, d'ailleurs anciens condamnés. Et puis vous avez ici un surveillant militaire qui est M. Perrault. Ça fait des années, cette photo appartient à M. Tilouvial, ça fait des années qu'on avait cette photo. Et figurez-vous que une dame, Madame Lafouche, qui est descendante de M. Perrault, est venue en Nouvelle-Calédonie, nous a donné des photos de son grand-père. Et on a retrouvé que, effectivement, c'était le grand-père qu'on retrouvait sur cette photo qu'on avait déjà depuis plusieurs années. Vous avez aussi cette photo qui est prise à Ducos, à la prison des femmes, à Ducos. Et donc ça, c'était des femmes, des anciennes condamnées, transportées ou reléguées, qui avaient été de nouveau condamnées en Nouvelle-Calédonie à la prison. Et donc, elles étaient internées à Ducos. On retrouve ici, vous voyez ce que vous avez en haut là, c'est des sortes de coffres de bois comme pour obscurcir l'intérieur des cellules et pour empêcher, au-dessus, il y a une grille. C'est pour empêcher que les gens passent des messages ou passent comment dirais-je, de l'alimentation par-dessus. C'est une photo qui était vraiment en très très mauvais état, qui appartient à Tilouvial. Et c'est l'une des rares où l'on voit des femmes condamnées. Il y a très très peu de photos de femmes condamnées. Mais il y a celle-là. Voilà. Là, vous avez une autre photo d'un groupe. Ça, ce sont des condamnés à mort. Ce sont tous des condamnés à mort qui attendent de savoir que va devenir leur recours en grâce qu'ils ont fait auprès du président de la République. Alors, ils sont très nombreux parce que les conseils de guerre est bien condamné à mort très rapidement. Mais ça a évolué tout au long du bagne, mais il y a un moment où, une période pendant laquelle l'administration, une fois que la condamnation avait été prononcée, il fallait d'abord attendre l'avis du président de la République qui avait le droit de grâce. Et le président de la République l'a 3/4 du temps gracié, parce qu'il suffisait de jeter une chaussure à la tête d'un surveillant militaire et c'était agression contre une voie de fait contre une personne chargée de l'autorité et c'était une condamnation à mort. Alors évidemment, il y a beaucoup de graciés. Mais il y avait aussi des condamnés à mort qui étaient des vrais criminels, qui étaient des vrais assassins et ceux-là, bien entendu, n'étaient jamais graciés.
quoi que les gens en disent. Là, vous en avez deux, là, ici, Mosca et Veschi. Il y a un Italien et un Corse que vous retrouvez ici. Voilà, Mosca et Veschi, avant leur exécution. On est vers 1885. C'est une photo qui a été prise par, en tout cas qui fait partie de l'album du docteur Gaillard à l'île Nou. Là, vous les avez avant leur exécution et là, vous les avez après l'exécution. Voilà. Alors, vous avez plusieurs photos comme ça de condamnés décapités. Il y avait un engouement pour la science. Je raconte une anecdote où un médecin venant de condamner quelqu'un, venant d'assister à la décapitation par la guillotine d'un condamné, se saisit tout de suite de sa tête et puis dit « Tu m'entends, tu m'entends ?» Bien, mais ils ne veulent pas faire avancer la médecine, c'est pas possible. Voilà. C'est une autre époque, hein, je veux dire. Enfin, vous êtes l'une de mes photos préférées. C'est cette photo-là, qui est au camp Est, qui est une photo qui a été prise par le capitaine Meunier, qui a donné son nom à la caserne de gendarmerie Meunier et à la politique menée par Meunier ensuite vis-à-vis des tribus. Le capitaine Meunier prend cette photo. On a la date exacte de la photo, c'est vers 1931. Et cette photo a lieu au camp Est. Et là, à cette époque, au Bagne, il n'y a plus quasiment, à part un ou deux condamnés d'origine européenne, dentelliers, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il n'y a plus que des Asiatiques. Il n'y a plus que des Vietnamiens et des Javanais qui ont été condamnés en Nouvelle-Calédonie. Ça, ce sont des gens qui sont venus ici comme Chandang ou comme Orang Kontrak, c'est-à-dire pieds attachés ou hommes contrat, et qui, il y avait une criminalité importante. On ne parle jamais de cet aspect-là. Oh, les Javanais, c'était gentil, ils travaillaient bien pour faire ce qu'on voulait, mais, comment dirais-je, les conditions de l'engagement étaient tellement terribles. Ils ont vécu dans des conditions sociales qui étaient terribles, avec beaucoup de surmasculinité, du jeu pour s'en sortir, etc. Et il y avait beaucoup d'actes criminels, contrairement à ce que la légende peut dire. Ces actes, cette délinquance et cette criminalité des gens engagés asiatiques, elle a cessé aussitôt que les conditions de vie sont redevenues normales, hein, que les conditions sociales sont redevenues normales. Mais placé dans la situation de l'engagement, qui était une exploitation, on ne peut pas dire un autre mot, qui était une exploitation de l'homme, il y avait une production criminelle. Ça, je veux dire, c'est évident. Alors pourquoi cette photo, elle est importante? Vous les voyez accroupis, tels qu'ils ont l'habitude de l'être, le chapeau de paille, ils sont là devant la mur du camp S, et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'il y a devant eux? Devant eux, il y a la guillotine, et ils attendent l'arrivée d'un Javanais qui a été condamné au bagne et qui va être guillotiné devant eux. Voilà. Ça, c'est une photo extraordinaire. Et on voit bien toute la détresse, enfin, je vous laisse toute la détresse de leurs conditions qui apparaît dans leur regard. Après, il y a toute une série de photos qui sont les photos qui apportent des informations. Vous avez cette photo qui est, selon Serge Cacot, qui est la première photo sur laquelle on voit un condamné. Alors, en elle-même, c'est une photo assez extraordinaire, puisque c'est la photo qui a été prise, qui va servir de modèle au dessin des armoiries de la Nouvelle-Calédonie, tel que le conçoit le gouverneur Guillain, civilisé, produit, réhabilité, avec les chaînes au pied du condamné qui sont brisées, avec les armes kanak au pied du kanak qui sont brisées, une pirogue, un taparo, enfin une rame, une pagaie si vous préférez, et une espèce d'oiseau
dont Guillain dit « c'est le seul rapace de Calédonie » quand il écrit sur la photo. Cette photo, elle existe chez Serge Kakou à Paris. Alors j'aurais bien aimé la voir, parce que sur la photo que Serge Kakou possède, il y a écrit à la main du gouverneur Guillain tout ce qu'il a voulu représenter, tout ce qui devait figurer dessus. Bon, ça c'est une photo qui appartient à l'album Garnier et qui était aux archives de Nouvelle-Calédonie. Elle est déjà assez extraordinaire en soi. Cette photo-là appartient aussi à l'album Garnier. C'est peut-être la première photo du bagne de l'île Nou. On est vers 1865-66. Il y a encore très peu de cases qui ont été construites. Il y a quelques bâtiments en dur. Tout le reste, ce sont des bâtiments en torchis, hein, qui vont disparaître ensuite. Sauf ici, cette caserne de surveillants qui comment dirais-je, devait être détruite, devait être provisoire, et qu'on retrouve sur les photos de 1893, 1900. C'était aussi une époque où le provisoire durait. Vous avez cette photo que j'aime beaucoup aussi, qui est une photo qui appartient à M. Gaillon, qui m'a été communiquée par M. Valette, où vous avez en route vers en face. En face, c'est l'île Nou. Et vous avez les condamnés avec les avirons qui se dirigent avec ce qu'on appelle le canon-major vers le pénitencier de l'île Nou. Nous sommes à la fin du bagne. Pourquoi des avirons? Parce que il y a eu, pour éviter les évasions, il y avait tous les navires, tous les bateaux, les canots, etc., qui se trouvent à l'île Nou, c'était interdit d'avoir des voiles. On avait supprimé les voiles parce qu'il y en avait trop qui s'étaient évadés à la voile. Donc puisqu'on avait de la main-d'œuvre qui ne coûtait pas très cher, c'était aussi bien de les faire ramer. Et puis ça rappelait le temps des galères quand même. Donc voilà. Vous avez ces deux photos qui sont issues d'un livre d'un criminologiste allemand qui passe en Nouvelle-Calédonie dans les années 1910. Et ce sont les seules photos que l'on connaisse pour le moment de l'intérieur des cases de condamnés. Je suppose que à cette époque-là, on commence à mieux pouvoir éclairer l'intérieur des cases. Avec les premiers appareils photo, ça devait être difficile à prendre des photos à l'intérieur parce que ça devait être trop sombre. Alors on voit bien comment sur ces photos ici, là, comment étaient tendus les hamacs. C'est pas des hamacs, comment dirais-je, ce sont des hamacs tendus. Ce ne sont pas des hamacs pendus comme on voit dans les navires, à bord des navires. Non, ce sont des hamacs qui sont tendus le long d'une barre, et donc le soir, on les enroulait pour les mettre au mur. Voilà. Ensuite, là, vous êtes à la fin du bagne. Vous voyez, il y a plein de touques d'eau là, qui sont le long. Le ravitaillement en eau de l'île Nou a toujours posé un problème. Et bon, mais j'ai mis ces photos qui, du point de vue technique, ne sont pas extraordinaires, mais c'est les seules qui nous informent, en tout cas sur l'intérieur des cases, à part les dessins que je vous ai montrés tout à l'heure de Giffaut. Alors, vous avez cette photo que l'on connaissait depuis des années, qui appartenait à Max Shackleton, et qui montre la guillotine avec comment dirais-je, son coffre en osier. Cette guillotine, c'est celle qui se trouve au musée de Bourail. Il y a les mêmes chiffres, c'est exactement la même guillotine. Le coffret zingué, c'est exactement celui qui est au musée de Bourail. Là, la guillotine, c'est un dernier modèle, un dernier cri, arrivé en 1904 et qui a servi jusqu'aux dernières personnes qui ont été guillotinées à la prison civile à Nouméa. Donc, cette photo en soi, oui, c'est une belle photo. Moi, j'ai toujours été intrigué par la dame, là. Je me disais, mais qui c'est cette dame-là qui est là, en plein milieu? On voit bien que c'est une visiteuse qui vient certainement pour visiter le bagne, etc.
il y a, comment dirais-je, on voit bien qu'il y a des officiels, des directeurs du BAIN qui sont là et tout. On a dressé la guillotine, parce qu'elle n'était pas dressée, la guillotine. La guillotine, elle était enfermée dans une pièce. On l'a dressée exprès pour la photo. Ça m'a toujours intrigué, cette photo. Et figurez-vous que il y a plusieurs années de cela, j'avais travaillé sur une conférence à Tahiti sur l'histoire de Johnson, d'Alen Johnson et de son épouse qui, comment dirais-je, ont été magnifiés ensuite dans un merveilleux livre de Michel Lebris sur voilà, les aventuriers du bout du monde. Martin Johnson va être ensuite le premier grand cinéaste animalier. C'est le premier qui a filmé en Afrique. Il vient filmer dans tout le Pacifique. Hein, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu, qui a toujours son musée à Auckland. C'est lui qui lance les premiers grands films animaliers, les premiers grands films où l'on va filmer des Africains en train de danser, etc. Et dans le Pacifique aussi. Il a donc écrit un livre. Et dans son livre, il décrit le fait qu'il est allé à Nouville, accompagné par le directeur de l'administration pénitentiaire, le maire de Nouméa, etc. Et que là, on a dressé la guillotine pour lui et qu'on a même fait trancher un tronc de bananier pour vous montrer comment ça marchait. Et puis, donc, je fais cette conférence, oh là là, il y a au moins 15 ans à Tahiti. Je fais aucun rapprochement avec cette photo. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Le livre était déjà à l'imprimerie. Tout était en train de tourner. Un soir, je tape, on m'avait demandé, Louis Lagarde m'avait demandé de faire une recherche sur le navire Pacifique, et je tape Vanuatu parce que je savais qu'il avait été au Pacifique, et sort de mon ordinateur Vanuatu une photo dans laquelle on voit cette dame habillée exactement de la même façon, avec la même jupe, etc. Et elle, c'est Osa Johnson. Autrement dit, on avait une photo de Martin et Osa Johnson en Nouvelle-Calédonie, sans le savoir, et qui illustrait complètement ce que disait Martin Johnson. Donc c'est... voilà, moi, au dernier moment, je renvoie un mail à toute vitesse à l'éditeur. Il me dit, mais non, on a encore quelques corrections à faire, tu peux faire encore quelques corrections. Et au dernier moment, j'ai pu rajouter dans la légende, comment dirais-je, cette légende de Martin et Osa Johnson, passant en Nouvelle-Calédonie et passant à l'île Nou. Alors elle va rester très très célèbre. Et lui, il va mourir avant, je crois que dans un accident d'avion, et elle va continuer à tourner des films, à écrire, etc. Autre photo informative, cette photo des années 1911-1912 qui montre la police indigène. Mais à un moment où la police indigène, vous le voyez, a pris des responsabilités. Hein, là, vous voyez ici, il y a, il a des clés, il est en train de lire, ils habitent dans une pièce, dans une maison. Il y a des tomates en bas qui ressemblent d'ailleurs beaucoup aux tomates du bâtiment que l'on trouve derrière la boulangerie. Et j'aime bien cette photo parce que elle montre comment la police indigène, comme d'autres administrations, a servi pour les Kanaks d'ascenseur social. Parce que si vous prenez une photo de la police indigène dans les années 1880, c'est cette photo-là que vous avez. Hein, c'est-à-dire, vous les avez en bagaillou, avec le commissaire Colombe qui les commande, etc. Et redoutable. Inutile de vous dire que les évadés, ils n'allaient pas bien loin. Ou en fait, c'est pas ça, c'est pas qu'ils n'allaient pas bien loin. À un moment, ils avaient pris comme règlement qu'ils étaient payés, les policiers indigènes, ils étaient payés plus cher si l'évadé allait plus loin. Bon, ils n'ont pas mis longtemps à comprendre qu'il fallait mieux les laisser courir pendant 2-3 jours, aller plus loin et puis ramener. Bon, enfin, je veux dire, voilà. Toujours pareil, quoi. On pense que les gens, ils pensent pas, mais ils pensent. Hein. Non, c'est sûr. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer aussi, c'est que
en même temps qu'il y a la redoutable police indigène qui fait que les gens qui voulaient s'évader, en tout cas sur la Grande Terre, ils n'y arrivaient pas. Ils étaient repris partout. Et on voit cette police indigène qui fait de plus en plus les mêmes travaux que les surveillants. Parce qu'on est dans un système où, évidemment, si un surveillant il revient 1300 francs par an, un policier indigène, voilà, il revient 10 francs par mois, quoi. Donc ça aide à la fin du mois, à la fin de l'année pour le budget. Hein, c'est-à-dire que ça fait vraiment diminuer le budget. Et comme on n'a pas assez d'argent pour payer plus de surveillants, eh bien, c'est l'indigène qui fait le travail. Et en particulier, le travail le plus difficile, celui de rentrer dans les cellules, de fouiller les gens, etc. On voit sur toutes les photos, le surveillant, il est en dehors, et celui qui fait la fouille, c'est bien entendu le policier kanak. Alors, inutile de vous dire que les policiers kanak, ils étaient détestés des surveillants, puisque c'est des condamnés, pardon, puisque c'est eux à qui on faisait faire tout le sale travail. Ensuite, parce que quand on regarde comment les policiers kanak de l'époque, on les voit, ils sont toujours plus grands et plus costauds que les condamnés. Les condamnés, c'est 1m65, 1m62, c'est ça la taille. Les femmes, c'est 1m50, 1m57. Donc, c'est sûr que les guerriers kanak, là, quand on voit les abdominaux et puis tout ça, on a l'époque où l'alcool n'a pas encore commencé à faire des ravages. Inutile de vous dire qu'ils étaient extrêmement redoutés de la part de tous les condamnés. Mais en même temps, cette police indigène, elle montre l'inversion des regards. Parce que nous, et on a raison de le penser, on est frappé par la dureté de l'indigénat et du regard que la société coloniale porte sur la société indigène. Mais eux, les condamnés, c'est pas ça qu'ils pensent. Eux, les condamnés, ils pensent ça, là. J'admire dans ce pays la manséitude à l'égard des Noirs. Il peut impunément tuer un blanc et même avoir une prime. Il est vrai que ce blanc ne compte pas, c'est un forçat, un animal sans nom, matriculé. Voilà. C'est-à-dire que, vous voyez, d'un seul coup, les regards, là, dans la société coloniale, ils ne sont pas aussi simplistes et aussi, comment dirais-je, manichéens qu'on peut le voir. Il y a une grande complexité. C'est ça aussi que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est qu'en même temps, les condamnés, eux, quand ils voient la police indigène, ils disent « mais eux, ils ont le droit de nous tuer ». Mais c'est des Noirs seulement, nous, on est blancs quand même. Hein, il y a cette, vous voyez, comment dirais-je, ce décalage-là par rapport au regard colonial imposé et par rapport au regard qu'on nous impose aussi sur l'histoire. C'est ça la difficulté de l'histoire de ce pays-là. C'est cette confrontation et ce fait qu'on est souvent obligé d'inverser les grands schémas qu'on nous impose. Là, c'est une photo informative aussi. On est à l'arrière du bâtiment dont je vous ai de l'hôtel du directeur du boulevard Vauban, avec les colonnes en tamanou là, qui existent toujours. Et là, vous avez l'état-major, le gouverneur au milieu ici, et l'état-major de l'administration pénitentiaire, avec ici M. Tell, qui est directeur de l'administration pénitentiaire, qui sera secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie et gouverneur par intérim plus tard. Cette photo est une photo qui appartient à une particulière, Joël Avril. Ça, c'est un de ses grands-pères qui est ici, que l'on voit sur la photo. Simplement pour vous dire qu'en dehors des fonds de photographiques officiels, publics qui existent dans les archives, il y a aussi dans les familles beaucoup de photos. Voilà une preuve. Une photo qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Hein, que moi j'avais jamais vu et que je trouve montrant bien voilà, cette puissance de l'administration pénitentiaire, État dans l'État. Autre aspect aussi que j'ai voulu montrer, le personnel religieux de l'administration pénitentiaire au bagne. Bon, là, vous avez une photo assez extraordinaire qui appartient aux sœurs de Saint-Joseph de Cluny, mais celle-là, elle vient de Madame Gaillard, dont le grand-père était médecin au bagne, et elle montre les 5 sœurs de Saint-Joseph de Cluny qui étaient affectées à l'hôpital de l'Île-Nou. Et vous avez derrière la maison qui existe toujours, qui était la maison des sœurs, qui se trouve encore au bout, là, qui
qui abrite aujourd'hui un pavillon, réuni autour de sœur Gertrude, qui a été pendant longtemps la supérieure, entre guillemets, parce que, on va dire ça pour aller plus vite, pendant des années, qui étaient les sœurs qui soignaient les condamnés à l'hôpital, mais qui s'occupaient aussi de la lingerie, parce qu'il fallait laver les draps, etc., et qui ont fait, comme dit, qui ont accompli ce que dit Sylvain de Boyer, l'apostolat du bagne, quoi. Cette photo, elle est aussi informative dans le sens, elle représente la construction du bâtiment que les Calédoniens connaissent beaucoup comme étant le bâtiment des douanes, qui se trouve donc au croisement de la rue de l'Alma et Gagneni, là. Et aujourd'hui, il abrite les services d'affaires économiques. Il est juste en face du parking du Bagnan. Voilà. C'est la construction de ce bâtiment qui existe toujours. Pourquoi cette photo est-elle intéressante? Parce que des photos avec des condamnés en train de construire, on en a. Mais là, on voit bien le rôle des Kanaks qui ont travaillé, contrairement à tout ce qu'on a pu dire, à la construction de Nouméa. Il y a autant de Kanaks que de condamnés. D'habitude, quand on voit des Kanaks sur une photo comme celle-là, c'est des Kanaks qui sont de la police indigène, qui sont gardiens, etc. Là, c'est pas du tout ça. Là, on voit des Kanaks qui ont été recrutés dans les tribus autour, à Yaté ou ailleurs, ou souvent aux îles d'ailleurs, et qui viennent et qui travaillent, et qui ont participé aussi à l'édification de ces bâtiments. C'est pareil pour les remblais, etc. Donc, moi, quand on me dit, comment dirais-je, Nouméa a été construit entièrement, uniquement que par les Européens et tout ça, mais ça c'est faux. Ça c'est faux. Il y a eu un énorme apport des ouvriers kanaks parce que, ben oui, ils étaient payés un peu moins cher quand même. Ça coûtait beaucoup moins cher de les faire travailler eux que de recruter d'autres des ouvriers. Et les condamnés travaillaient aussi à moindre prix, les Javanais travaillaient à moindre prix, les Vietnamiens travaillaient à moindre prix, et tout ce qu'on appelle la fierté de la Calédonie de l'entreprise pionnière, il ne faut quand même pas oublier que cette entreprise pionnière, elle se fait parce qu'on peut exploiter les ouvriers. Autrement, elle ne peut pas se faire. Il faut bien l'avoir en tête, hein, de cela. Et cette photo, elle apporte, en dehors de l'apport sur la construction du bâtiment, où on voit bien ce style du bagne avec les maisons entourées en pierre, les ouvertures entourées en pierre, etc., les techniques de construction, elle dit aussi tout cela. En dehors des photos, j'ai aussi essayé de mettre des gravures, des dessins. Ça, ce sont des dessins qui se trouvent dans des journaux. Là, c'est un convoi de femmes, qui est le convoi du Dupuis de l'Homme, qui passe un moment en Australie. Et c'est un dessin qui est tiré d'un journal australien, qui a été gravé, tiré d'un journal australien. Et, comment dirais-je, où on voit bien la façon dont les femmes condamnées sont représentées avec la douceur de la sœur de Saint Joseph de Cluny, au milieu de femmes ayant l'air rébarbatif. Mais quand on regarde les documents et qu'on regarde leur âge, ça ne correspond pas du tout au dessin. Je crois que dans ce convoi de condamnés, il y a une femme, presque toutes les femmes sont très jeunes. Quand on va travailler sur l'archive, on ne retrouve pas du tout le dessin, mais évidemment, on est dans la caricature. C'est pas du tout... tout est exagéré. Là, vous avez un autre dessin qui est paru en France, qui est le départ du premier convoi de relégués en Nouvelle-Calédonie. Et le dessin est extrêmement fidèle. Et je me suis amusé à remettre un nom sur chacun des matricules qui se trouvent là. L'embarquement se fait dans une chaloupe à vapeur ou dans un chaland qui est tiré par une chaloupe à vapeur, et ils vont jusqu'au navire. Les navires sont en rade, ils ne sont pas à quai à Saint-Martin-de-Ré.
Voilà encore une autre œuvre de Félière, ce relégué dont je vous ai parlé, je vous ai montré tout à l'heure le dessin appelé Regret. Ce tableau dont vous pouvez voir une autre forme en ce moment à la maison Higginson, plus petit, sur bois, qui a serment, Louis Lagarde dit qu'il a servi certainement de modèle à celui-là. Ça, c'est un tableau qui appartient à monsieur Le Tallec, dont le grand-père était commandant du pénitencier à Pointe-Boute. Et le couple Le Tallec est venu en vacances il y a quelques années en Nouvelle-Calédonie. Je les ai rencontrés, on a discuté aux archives de Nouvelle-Calédonie. Et à un moment, il dit « Ah, mais mon grand-père, il a ramené des tableaux, là, je sais pas, c'est d'un Félière. » Évidemment, ça a fait tilt quand vous entendez des choses comme ça. Et donc, il m'a envoyé des photos et j'en ai reproduit 3 dans le livre, dans celui-ci, qui s'appelle Embouchure du Diaout. Ça pourrait ressembler à l'île Pam en face. Et, comment dirais-je, José Rayard a identifié à peu près le lieu où se trouve cela, mais ça ressemble plus, on dirait plus au départ, quand on le voit pour la première fois, à un tableau des Hollandais du XVIIe siècle. Voilà. Eh bien, là aussi, c'est un peu ce que fait Louis Lagarde dans son passage sur l'art au bagne. C'était aussi une façon de montrer que les condamnés pouvaient aussi produire du beau. Voilà. Alors que normalement, on veut voir en eux uniquement que l'horreur, que le sombre, que le côté obscur, mais il y avait aussi des artistes. Autre type de support que j'ai voulu montrer, c'est ces plans magnifiques là. On n'a plus les originaux. Hein. On n'a plus les originaux. Ce sont des photographies qui ont été prises sur les originaux. Les photographies ont été prises par monsieur Marcel Pétron. Et c'est donc sa fille qui les a confiées à l'association Témoignages de Passé. Et vous avez ces plans et ces dessins qui sont absolument magnifiques, là, la caserne des surveillants mariés, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on a vu le petit bébé sur la chaise pliante avec le clocheton, qui sont justement en train d'être faits, et l'hôtel du commandant de l'Innou, qui est aujourd'hui occupé par le Crépac, qui a été occupé pendant des années par la famille Cronier, par la famille Léonie, etc., quand le bagne a été liquidé. Vous avez aussi des plans, alors il y en a plusieurs. Ça, c'est un plan qui appartient à Tillouvial, qui est le plan de l'abbé Duprony. J'aime bien le dire, on entend toujours parler de l'abbé de Prony, mais en réalité c'est l'abbé du Prony, parce que le Prony c'est un navire. Voilà, c'est pas Prony l'ingénieur, c'est le navire. Voilà, vous avez des plans magnifiques qui sont faits par l'administration pénitentiaire. Les gens ont le temps, ils ont de l'argent, qui montrent le premier camp qui a été installé à Prony, avec les différentes installations, avec voilà, de très belles couleurs. Dans les œuvres produites au bagne, vous avez cette nacre-là, qui a été acquise il y a peu de temps par Tillouvial, et avec une femme, ça commence à avoir avec une femme en prière sur devant une croix en pierre. L'œuvre est signée, elle est signée de Jean-Baptiste Tournaire, qui est un graveur connu des spécialistes, en tout cas au bagne, et je viens de découvrir dernièrement, après l'impression du livre, malheureusement, que Jean-Baptiste Tournaire s'est suicidé à la fin de sa vie, parce qu'il avait trop, d'après l'article du journal, trop de dettes de jeu, il dépensait trop d'argent dans le jeu.
Vous avez également produit au bagne voilà, ce type de pilou. Ça, c'est un pilou qui a été acheté en France par l'association Témoignages d'un passé, et qui sont des représentations extrêmement originales et qui étaient produits par les condamnés et vendus aux gens de passage, aux marins de passage ou vendus dans la ville. Il y a très peu. Il y a très peu de pilous de produits, alors que les NAC, à la fin, ça devient une production quasi industrielle, parce que c'était aussi un moyen par l'administration pénitentiaire de contrôler les condamnés, de les occuper. Autre type d'illustration que vous allez trouver dans le livre, là, cette cloche-là, qui appartient à Thilo Vial, qui a été retrouvée à Lifou par M. Sauvé, dans lequel il y a écrit « Fonderie de l'île Nou ». Donc, on sait qu'elle a été fondue, dans les ateliers de l'île Nou. Et puis, vous avez les briques, qui sont maintenant, qu'on trouve à peu près... qu'on trouve beaucoup en Nouvelle-Calédonie. Là, des briques produites à la briqueterie de l'île Nou, qui se trouvait sur le côté droit du théâtre de l'île quand on descend vers l'hôpital, ou avec les fameuses initiales AP, administration pénitentiaire. La pénitentiaire a produit des milliers de briques, que ce soit à Koé, que ce soit à l'île Nou, ou ailleurs. Il y avait des briqueteries un peu partout. Vous avez ces deux pièces qui sont assez extraordinaires, qui ont été acquises toujours par Thilo Vial, et qui, figurez-vous, représentent une médaille de bronze qui a été obtenue à la première foire de Bourail en 1877, qui est la foire organisée par l'administration pénitentiaire, et des condamnés ont eu, par leur travail, les concessionnaires, des médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze. Et là, c'est une médaille de bronze qui est attribuée à M. Lacoureuil. Lacoureuil, c'est l'ancien nom de Le Courrieux. C'est comme ça que c'était. Et voilà, quand on lit la liste des récipiendaires, on voit effectivement que Le Courrieux a eu une médaille de bronze pour son café. Et la médaille a été retrouvée, donc ça veut dire qu'il y en a d'autres dans les familles calédoniennes, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une de médaille qui a été distribuée ce jour-là. Et d'ailleurs, ce monsieur Le Courrieux, l'année suivante, va avoir une médaille d'argent pour son café à l'exposition de Paris, quand même, ce qui n'était pas rien. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, cette médaille, mais c'est quand même un témoignage extraordinaire. On est en 1877-78, et les condamnés produisent déjà du café. Là aussi, comment dirais-je, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Toute la colonisation feuillée est bâtie autour du mythe du café. C'est eux, évidemment, qui le développent, rien à dire là-dessus. Mais le café avait été déjà planté avant en Nouvelle-Calédonie par les missionnaires, par les Kanaks et par l'administration pénitentiaire dans les concessionnaires. Alors voilà, c'est une très belle médaille. C'est le type d'objet ayant un caractère historique qui existe encore dans les familles et qui doivent encore exister. Et l'une des espérances à la fois du musée et du livre, c'est que les gens voyant qu'il existe des moyens de mettre en valeur ce qu'ils possèdent, vont commencer à sortir les choses et à dire, nous on a ça, nous on a ça. Voilà. Moi, je rêve de retrouver les médailles qui étaient données aux policiers indigènes et qui ont dû être conservées quelque part au fond d'une cantine, dans une case, parce qu'on ne jette pas tout ça. Mais pour le moment, on ne sort pas. Et ça va sortir au fur et à mesure. Parce qu'au fur et à mesure que notre histoire est connue, au fur et à mesure qu'on se rend compte que notre histoire, comme disait Emmanuel tout à l'heure, on a beaucoup de points communs. Voilà ce qui était jusque-là dont on ne prenait pas soin, va certainement être communiqué. Ça, c'est l'une des dernières photos du livre. C'est une photo qui représente le grand chef Neslin, à la chefferie de Netché, là. Donc ça, c'est le papa de Nidosh Neslin, grand chef de Neslin, qui est une grande figure du gaullisme en Nouvelle-Calédonie,
qui avait une, comment dirais-je, une aura extraordinaire sur tout le Guama. Et cette photo est prise parce que vous avez sur cette photo sa nièce, là, qui s'appelle Leclerc. Et Leclerc, c'est un condamné au bagne qui a été libéré et qui, comment dirais-je, s'est marié à Marais. Et directement, comment dirais-je, dans la famille de la grande chefferie, il y a des gens qui sont descendants de condamnés aux travaux forcés. Et ça, c'est un autre aspect aussi. Parce que moi, je vous ai parlé tout à l'heure que de la police indigène qui poursuivait les évadés. Mais à côté, il y avait les tribus qui servaient de refuge pour les évadés, que les Kanaks cachaient, hein, en même temps comment dirais-je, qu'ils recevaient, qui se sont mariés ou qui ont eu des unions avec des femmes des tribus, etc. Ça aussi, ça existait. C'est toute la complicité du bagne en Nouvelle-Calédonie. Raoul Tellier, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'est évadé je ne sais pas combien de fois, à un moment donné, il va être dans la tribu de Bondé, il va rencontrer une jeune fille de 17 ans, il va avoir un enfant avec, on est en train de rechercher les traces. Il y a plein de familles comme ça, que ce soit, je pense à des familles sur Païta, je pense à des familles sur Népou, qui ont recueilli des condamnés, qui ont recueilli des libérés, et qui sont ensuite, qui se sont complètement intégrés, et dont on a des descendants. Voilà. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui commence à être dit. Hein, des gens arrivent d'Ouvéa en particulier, des gens que je connais bien pour le moment. On laisse le temps au temps parce qu'il ne faut pas, la musique, on ne peut pas jouer plus vite que le rythme de la musique, qui sont venus nous dire, ben nous on sait, voilà, le grand-père il était condamné, voilà son dossier, voilà ce qu'il a fait, etc. Donc les choses commencent à parler, commencent à se dire. Mais ça sera plus facile si on admet qu'ici, il y a une histoire commune et que l'histoire de la Calédonie, c'est un tout et pas la partie d'un tout. Mais on n'en est pas encore là. L'ultime photo, celle qui termine le livre, c'est un clin d'œil. D'abord, c'est une photo merveilleuse qui est vraiment la Calédonie avec les Niaoulis derrière, etc. C'est une corvée de condamnés, c'est pendant la construction du chemin de fer. Voilà. Et cette photo qui était l'une des premières du livre, sans l'ombre, je l'ai mise en dernier, parce que je trouve que là aussi, elle contient le message, l'ombre du photographe. L'ombre du photographe qui vient illustrer tous ces photographes de l'ombre sans lesquels le livre n'aurait pas existé. Voilà ce que je voulais vous présenter de cette aventure de l'écrit, de la recherche qu'a été ce livre, et puis vous redire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a ce que l'on écrit, et il y a ensuite ce que l'éditeur est capable de faire, ce que l'éditeur est capable de produire, une maquette où le confort de lecture est capital, où la police, pour les gens qui arrivent de nos générations, qui sont encore une génération qui achète des livres et qui a les moyens d'acheter, une police qui n'est pas trop petite ni trop grosse, parce qu'une police trop grosse c'est vulgaire. Tout ce travail, toute cette compréhension du produit final fait que quand il y a une conjonction comme ça de gens qui connaissent leur travail, eh bien on arrive à sortir quelque chose qui peut faire date, en tout cas je l'espère. J'espère que vous avez compris que pour moi, voilà, c'est mon legs à la Calédonie, c'est mon legs à mon pays, c'est mon legs à mes enfants. Et puis c'est aussi dans ces moments durs que nous traversons une façon de dire voilà notre histoire, apprenez-la à la connaître aussi, et une fois qu'on a dit cette histoire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, je vous remercie.